technique EDF communique. La consommation d'énergie en France est appelée à doubler tous les 10 ans. Mais double-t-elle autant pour tout le monde? Un quart de la population mondiale, USA, Europe, URSS, consomme les 3/4 de l'énergie consommée dans le monde. Les Français sont énergivoraces, mais le sont-ils tous autant? À la ville, à la campagne, dans ce quartier-ci, dans ce quartier-là. Le ministère de l'Énergie communique. Éteignez la lampe de la pièce d'où vous sortez. De toute façon, pour la consommation des ménages, il n'y a pas que les lampes électriques. Les mêmes qui parlent d'économie voudraient que chaque ménage achète un tas d'appareils électriques inutiles. De la brosse à dents électrique, en passant par l'aiguise couteau électrique, et pourquoi pas le fil à couper le beurre électrique. Cette consommation des ménages représente 20% de l'énergie consommée en France, alors que l'industrie consomme 60% de cette énergie. L'industrie fabrique des tas d'objets que l'on jette souvent, que l'on répare très peu, et un énorme gaspillage se fait à tous les niveaux. Comme l'a montré l'Institut économique et juridique de Grenoble, des économies d'énergie réelles sont possibles. Il faut, par exemple, énormément d'énergie pour transformer la bauxite en aluminium. Si on récupérait l'aluminium au lieu de le jeter, on économiserait 90% de cette énergie. EDF nous propose de faire des économies en utilisant le chauffage électrique intégré. C'est vrai que l'isolation fait faire des économies, mais ceci est valable quel que soit le moyen de chauffage. En fait, EDF pousse à la consommation. Pour chauffer une pièce avec un poêle à mazout, il faut 1 bidon de mazout. Pour chauffer cette même pièce avec un radiateur électrique, il faudra brûler 3 bidons de mazout dans une centrale thermique qui produit de l'électricité. Dans une centrale nucléaire, la chaleur est produite par la fission de l'uranium. Dans une centrale, qu'elle soit nucléaire ou thermique, les 2/3 de la chaleur sont rejetés dans l'atmosphère ou dans la rivière, et 1/3 seulement est transformé en électricité. La consommation d'énergie en France a doublé de 1950 à 1960. Et si cela continue, en 100 ans, la consommation sera multipliée par 1000, en 200 ans par 1 million. C'est une croissance exponentielle. Il en est de même pour les consommations de matières premières, ainsi que pour la pollution et la population. Cela semble une croissance appétissante. Oui, mais la terre ne peut enfler comme la grenouille de la fable. Le nucléaire est-il le remède miracle à tous nos maux? Et d'abord, qu'est-ce que le nucléaire? La matière est composée d'atomes tels que l'iode, le fer, le calcium. L'atome est lui-même composé de plusieurs parties. Les électrons qui gravitent autour du noyau. Dans le noyau, 2 types de particules, les protons autant que d'électrons et les neutrons. Sur l'écran est représenté un atome d'oxygène. Il a 8 électrons qui gravitent autour du noyau, ce noyau comprenant 8 protons et 8 neutrons. Les atomes qui ont le même nombre de protons et un nombre différent de neutrons sont appelés isotopes. 2 isotopes de l'uranium, l'uranium 235 et l'uranium 238. L'un a 3 neutrons en plus. Lorsqu'on bombarde un noyau d'uranium 235 avec un neutron, ce noyau se casse. Il y a libération d'énergie sous forme de chaleur. Ce noyau se casse en 2 nouveaux noyaux plus petits qui sont radioactifs.
il y a aussi libération de 2 nouveaux neutrons. Ces neutrons vont à leur tour casser de nouveaux noyaux d'uranium. C'est la réaction en chaîne. Dans une bombe atomique, cette réaction en chaîne s'accélère très rapidement, d'où l'explosion. Dans un réacteur nucléaire, la réaction en chaîne est contrôlée. Lorsqu'on a cassé un noyau d'uranium, on a produit de nouveaux corps radioactifs. La radioactivité se manifeste sous 3 formes de rayonnement. Les rayons alpha, bêta et gamma. Ces rayons sont de nature différente et ils ont un pouvoir de pénétration différent. Les rayons X, par exemple, des radiographies, sont des rayons de type gamma. Lorsqu'on casse des atomes, on crée des corps radioactifs qui sont des déchets. Ces corps radioactifs perdent peu à peu de leur radioactivité. La période est le temps qu'il faut à un corps radioactif pour qu'il perde la moitié de sa radioactivité. Certaines périodes sont de l'ordre d'une fraction de seconde, d'autres de quelques secondes, quelques années, voire plusieurs siècles. Par exemple, le plutonium, qui n'existe pas à l'état naturel et que l'on fabrique dans les réacteurs, a une période de 24 000 ans. C'est-à-dire que dans 24 000 ans, il lui restera encore la moitié de sa radioactivité. Et que dans 48 000 ans, il lui restera encore le quart de sa radioactivité. Et ainsi de suite. Comment fabrique-t-on de l'électricité dans une centrale nucléaire? On utilise l'énergie produite par la fission des atomes. Cette énergie, sous forme de chaleur, on va la chercher dans le cœur du réacteur grâce à un fluide caloporteur. Ce fluide caloporteur chauffe de l'eau. Cette eau sous pression fait tourner la turbine. Comme dans une cocotte minute, l'eau fait tourner la soupape. La turbine entraîne l'alternateur. L'alternateur produit l'électricité comme une dynamo de vélo. Le tiers de la chaleur est transformé en électricité. Les 2 tiers sont perdus dans l'atmosphère. Ce qui différencie une centrale nucléaire d'une autre, c'est le combustible dans le cœur du réacteur qui peut être de l'uranium naturel, de l'uranium enrichi ou du plutonium. Le fluide caloporteur qui transporte la chaleur hors du réacteur, qui peut être du gaz carbonique, de l'eau lourde, de l'hélium ou du sodium. Le modérateur qui ralentit les neutrons, qui est de l'eau lourde ou du graphite. Nous allons suivre le cycle de l'uranium depuis son extraction jusqu'aux zones de stockage des déchets radioactifs. Il y a des gisements d'uranium au Gabon, Niger, Tchad, Australie, Canada. En France, les réserves de minerais sont principalement dans le Limousin, l'Hérault, le Massif central. Si le programme prévu se poursuit, les réserves françaises en uranium-235 seront épuisées avant l'an 2000. Après extraction dans les mines, il faut raffiner le minerai par procédé chimique et le convertir en UF6, hexafluorure d'uranium. Pour certains types de centrales, on a besoin d'uranium enrichi, c'est-à-dire avec une teneur plus forte en isotope 235. Cela est réalisé par procédé chimique à partir d'hexafluorure d'uranium. Ce procédé consomme beaucoup d'énergie. L'usine d'Eurodif, près de Pierre-Latte, doit permettre l'enrichissement de l'uranium à un niveau industriel. L'énergie nécessaire proviendra de 4 réacteurs nucléaires de 900 MW électriques chacun. L'usine d'enrichissement de Pierre-Latte ne fonctionne que dans des perspectives militaires. Actuellement, la France achète aux États-Unis. L'étape suivante est la fabrication du combustible. L'uranium est mis dans les gaines qui seront introduites dans le cœur du réacteur. Cette opération s'effectue à Verret, près de Grenoble, et à Romans. C'est après ces différentes étapes que le combustible brûle dans le cœur du réacteur. Lorsque le combustible est épuisé, on retire ces gaines qui contiennent les déchets radioactifs. On les entrepose dans une piscine pendant 5 mois, en attendant que la radioactivité diminue, notamment celle des corps qui ont une courte période. Les déchets sont transportés dans des usines de retraitement de combustible irradié.
On récupère l'uranium qui n'a pas brûlé et le plutonium. Tout le reste des déchets est stocké. Bien des pays se demandent aujourd'hui si les usines de retraitement sont finalement rentables. L'éventualité d'un arrêt officiel du retraitement des combustibles nucléaires n'est pas à exclure. La principale usine de retraitement et de stockage est à La Hague, dans le Cotentin. Ce centre rapporte de nombreuses devises à la France, car l'Espagne, l'Italie, le Japon et bien d'autres ont la gentillesse de nous confier tous leurs déchets. La France est ainsi devenue la première poubelle atomique du monde. Mais nous n'avons pas de souci à nous faire. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les fuites sont solides. Le premier centre de stockage définitif des déchets est celui de la société Infratom, qui s'est vu confier cette tâche par le Commissariat à l'énergie atomique en 1969. Il n'est pas inutile de préciser qu'il s'agit d'une société privée, même si les capitaux sont aux mains d'entreprises nationalisées. Écoutons ce qu'en pense le directeur de ce centre. La quantité d'activité déposée sur le site va en décroissant continuellement puisqu'un certain nombre de produits ont de vie relativement brève. Bien, relativement bref, c'est quelques années. Relativement longue, c'est combien d'années? Relativement longue, c'est plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire que vous stockez sur le site, notamment du plutonium, dont la vie est de 24 000 ans, je crois. Dont la vie est effectivement de 24 000 ans. Ça veut dire que pendant 24 000 ans, vous allez être tenu d'assurer une surveillance. Je ne peux pas prévoir exactement ce qui se passera dans 24 000 ans. Et il n'est pas certain que beaucoup puissent le dire. Mais je pense que ce n'est pas tellement la période qui est importante que les conditions de stockage qui font qu'on a la certitude de non-rejet dans l'environnement. Mais pour être précisément sûr qu'il n'y a aucun rejet dans l'environnement, il faudra bien en quelque sorte mettre en place un dispositif de surveillance qui sera aussi long que la période des produits les plus longs. On peut penser que si une surveillance exercée, disons, pendant 100 ans, permet de constater qu'il n'y a pas de rejet, cela veut dire que le stockage a été réalisé dans des conditions qui assurent toute sécurité.